Dans cette vidéo d'étude de cas, nous allons nous entraîner à repérer des distributions complémentaires. La première chose à faire lorsque vous avez un soupçon de distribution complémentaire, par exemple lorsque vous avez deux consonnes et que vous ne trouvez aucune paire minimale qui permet d'illustrer une opposition entre ces deux consonnes, eh bien, c'est de dresser la liste des contextes dans lesquels on trouve ces deux consonnes. Alors, dresser la liste des contextes, c'est quoi? Il faut déjà repérer les mots dans lesquels on trouve chacune des deux consonnes, ou des deux voyelles, peu importe. Et donc vous dressez la liste des mots, mais alors après, si vous regardez les mots en entier, vous avez peut-être un peu de mal, il y a beaucoup d'informations, donc un peu de mal à repérer des contextes en particulier. Donc dans ce cas, c'est toujours intéressant d'essayer d'extraire en quelque sorte ce qui paraît le plus important. Or, on a vu que les phénomènes qui jouent sur la variation des segments, la variation de réalisation des segments, c'était l'assimilation, la dissimilation, qui sont des processus qui concernent des segments voisins le plus souvent, sauf dans les cas d'harmonie où ça passe sur une syllabe, mais on va mettre ça un peu de côté. Donc, ces cas-là, on regarde les segments voisins, donc il est intéressant d'extraire les segments voisins des contextes. Et de même, on a un autre type de processus, les lénitions et les fortitions, qui concernent la prosodie, donc l'accent et les frontières de syllabes ou frontières de mots. Donc il est intéressant aussi d'extraire tous ces éléments-là du contexte. C'est ce qu'on appelle le contexte immédiat. Donc ce qu'il faut extraire des mots dont vous avez dressé la liste, ce sont les contextes immédiats. Exactement comme dans les règles, leur formulation est rigoureusement la même. Donc par exemple, ici, vous avez deux segments qu'on va appeler 1 et 2, peu importe leur nature, que ce soit un peu, un te, etc., peu importe. Deux segments 1 et 2. La liste des contextes dans lesquels apparaît le segment 1, c'est par exemple entre un A et un I, entre un P et un I, donc ça veut dire que dans certains mots, on trouve le segment 1 entre un A et un I, dans d'autres, entre un P et un I, dans d'autres encore, en début de mot et devant un I, dans d'autres encore, entre un N et un I, et encore dans d'autres, entre deux I. Et le segment 2, lui, il se trouve dans les contextes, par exemple, entre deux A, parfois entre un O et un P, parfois en début de mot devant un N, parfois après un A et en fin de mot, et parfois encore entre deux OU. Bon, donc lorsque vous avez dressé cette liste de contextes, eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a ou non une règle qui se dégage de cela. Et s'il y a une distribution complémentaire. Alors, la première chose à faire, la toute première chose qui est vraiment nécessaire, c'est de regarder s'il existe un contexte qui serait rigoureusement identique, un contexte immédiat, qui serait rigoureusement identique pour les deux segments. Donc, si je prends l'exemple du premier contexte de la liste du segment 1, entre A et I, si vous avez rigoureusement le même contexte dans la liste des contextes de 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de distribution complémentaire. Nécessairement, ça veut dire qu'il y a au moins un contexte immédiat dans lequel les deux segments peuvent apparaître. Donc, une paire minimale est possible si on augmente la taille de nos données. Bon, donc, lorsque vous avez ça, a priori, c'est que ce n'est pas une distribution complémentaire, il faut passer à autre chose. Mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez aucun contexte rigoureusement identique dans les deux listes, vous n'avez pas encore votre distribution complémentaire. Pour avoir une distribution complémentaire, on l'a vu en cours, il faut absolument trouver une règle. Autrement dit, un dénominateur commun à l'une des deux listes, pas forcément aux deux, à l'une des deux listes au moins, qui permet de distinguer les deux listes de contexte. Donc, dans le cas présent, c'est assez facile. Je vous laisse faire pause, réfléchir à la question. Que veut dire un dénominateur commun? C'est quelque chose qui est commun à tous les contextes d'une liste. Et que l'autre liste, bien sûr, n'a pas. Sinon, ce n'est pas une distribution complémentaire que vous cherchez. Donc si vous trouvez un dénominateur commun à toute une liste de contextes et que l'autre liste de contextes n'a pas de ce dénominateur commun, alors vous avez trouvé une distribution complémentaire. Bon, je vous laisse faire pause, réfléchissez à ce premier cas, on va en faire d'autres juste après, et ensuite on passe à la correction. J'espère que vous avez bien réfléchi. Là, c'était assez simple quand même. Si vous regardez la première liste de contextes, regardez. On va chercher ce qu'il y a de commun dans tous les contextes. Ici, on a entre A et I. Ok. On passe en dessous, on a entre P et I. Bon, P et A n'ont pas grand-chose en commun. L'un est une voyelle, l'autre est une consonne. Et à la limite, ils ont en commun de ne pas être le début de mot. Bon, on continue. En début de mot et devant un I. Là, encore moins en commun. Entre le début de mot, le P et le A, vraiment rien. On a voyelle, P et puis rien du tout. Par contre, si on regarde dans le contexte droit, on a un I dans les trois cas. Donc ça, c'est un dénominateur commun.
D'accord? Ça, c'est un dénominateur commun. Est-ce qu'il marche pour toute la liste? Eh bien, on le retrouve ici, et on le retrouve là. Donc, on a bien un dénominateur commun de toute la première liste, la liste des contextes du segment 1. C'est être devant un i. Alors, pour qu'il y ait distribution complémentaire, il faut que ce dénominateur commun soit totalement absent de la liste des contextes du segment 2. Est-ce qu'il est totalement absent? On regarde. Là, on n'a pas devant un i. Là, on n'a pas devant un i. On n'a pas devant un i. Pas devant un i. Pas devant un i. Donc, a priori, oui, il est absent des contextes de 2. Donc, on a une distribution complémentaire que l'on peut résumer sous la forme d'un tableau, et qu'il faut systématiquement résumer sous la forme d'un tableau, et qui nous dit que le segment 1, il s'observe toujours, et j'insiste sur le toujours, devant i, c'est le dénominateur commun de tous les contextes de 1, mais il ne s'observe du coup jamais ailleurs. Jamais ailleurs. Alors que 2 s'observe jamais devant i, mais il peut s'observer ailleurs. Et là, vous avez une distribution complémentaire. Ça veut dire que vous avez pu établir une règle qui traverse l'ensemble des contextes que vous avez observés et qui illustre une distribution complémentaire entre deux segments 1 et 2. Et si cette règle est juste, pour le moment, vous n'avez aucune raison de penser qu'elle est fausse, puisqu'il y a une régularité. C'est l'induction dont je parlais dans le cours de tout à l'heure. Alors, quelle que soit la taille du lexique, vous pouvez vous baser dessus. Cette règle est suffisamment solide pour pouvoir vous baser dessus. Donc même si vous augmentez la taille de votre lexique, vous prédisez qu'il n'y aura jamais de paire minimale possible entre vos segments 1 et 2, parce qu'ils n'apparaissent pas dans le même contexte. Voilà, donc maintenant, l'objectif pour vous, c'est de vous entraîner à repérer ces dénominateurs communs, car il faut trouver une règle. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de dire, voilà, on n'a pas exactement les mêmes contextes, alors distribution complémentaire. Non, il faut une règle, et donc il faut un tableau de cette forme, sous cette forme-là. Donc on va continuer, on passe au deuxième exercice. Vous avez encore une fois deux listes pour les segments 1 et 2. Je vous laisse faire pause, et me dire ensuite, faire ça sur un papier, faites un tableau d'ailleurs, faites l'effort de faire un tableau, parce que c'est un peu facile de réfléchir de façon un peu floue dans sa tête, et puis après de se dire, oui, j'avais trouvé, mais non, faites-le sur papier, vous faites pause, et ensuite on voit la correction. Donc j'espère que vous l'avez tous bien fait sur papier. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les contextes de 1 qu'il n'y aurait pas dans les contextes de 2? Ou inversement, bien sûr, ça peut être l'inverse. Il peut y avoir quelque chose de commun aussi dans les contextes de 1 et autre chose dans les contextes de 2. Tout est possible. Alors, on regarde, en 1, on a ici entre pe et ne. Ici entre de et me. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de commun déjà? Bon, là, les deux ont en commun d'être occlusifs, ici, les deux consonnes qui précèdent le segment 1, et les deux consonnes qui suivent le segment 1 ont en commun d'être nasales. Actuellement, on pourrait trouver ça. Ensuite, on continue, on a entre ve et ne. Bon, la première règle, sur le contexte gauche, marche pas. Par contre, sur le contexte droit, ça marche toujours. On a nasal après. Est-ce qu'on a toujours des nasales après? Ici, oui, et ici, oui. Donc, on a bien un dénominateur commun. Est-ce que ce dénominateur commun est absent des contextes en 2? Eh bien, il suffit de regarder. Est-ce que 2 peut se trouver devant une nasale? Là, non, là, non, là, non, là, non, et là, non. Donc, non, il ne peut pas se trouver devant une nasale. Autrement dit, le segment 1 se trouve toujours devant une nasale, c'est le dénominateur commun, et le segment 2 ne se trouve jamais devant une nasale. Ce dénominateur commun est absent des contextes de 2. Donc on peut le reformuler avec un tableau, comme ceci. Devant nasale, on trouve 1, et toujours 1, puisqu'il n'apparaît pas ailleurs, tandis que 2 n'apparaît jamais devant une nasale et toujours ailleurs. C'est-à-dire pas devant une nasale. Donc on a bien une distribution complémentaire entre les segments 1 et 2. On continue, même type d'exercice, je vous laisse faire pause et ensuite on voit la correction. La correction maintenant, on va faire pareil, on va regarder quels sont les dénominateurs communs. Donc là on compare, on a à chaque fois entre deux voyelles. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose. On regarde plus loin, on voit que là c'est en début de mot, puis que là c'est après une consonne. Donc non, le contexte entre voyelles, c'est pas un dénominateur commun. Alors on regarde plus attentivement.
Devant le segment 1, on peut avoir soit une voyelle, ouverte ou fermée, le début de mot, ou une consonne nasale ou occlusive. Bon, il n'y a pas grand-chose en commun. Si on regarde en revanche ce qu'il y a à gauche, on voit qu'on a un O, un OU ou un O. Déjà, on n'a que deux voyelles, c'est déjà un bon point, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de commun à ces deux voyelles? Elles ont en commun d'être arrondies et d'être postérieures. Arrondies et postérieures. Est-ce que ce dénominateur commun est absent des contextes de 2? Ah bah oui. Regardez, le A n'est ni arrondi ni postérieur. Ici, ni arrondi ni postérieur. Le I n'est ni arrondi ni postérieur. Et non plus. Et la fin de mot non plus. Donc on peut établir une distribution complémentaire. Le segment 1 s'observe toujours devant des voyelles arrondies et postérieures, ou on pourrait d'ailleurs simplement dire postérieures, puisque le caractère arrondi n'est pas ici a priori pertinent. Quoique on ne sait pas quelles sont les autres voyelles de la langue, hein, donc à voir. Et en 2, eh bien, le segment 2 n'apparaît jamais devant ces mêmes voyelles. Donc encore une fois, un tableau. 1 apparaît toujours devant des voyelles postérieures, mais jamais ailleurs, tandis que 2 n'apparaît jamais devant des voyelles postérieures, mais il peut apparaître ailleurs. Voilà, donc faites bien attention, hein, j'insiste encore dessus, sur toujours et jamais. Il faut qu'il y ait un segment qui soit toujours dans un contexte donné, et l'autre jamais dans ce même contexte, pour qu'on puisse parler de distribution complémentaire. Sinon, ce n'est pas une distribution complémentaire. Encore le même exercice, en tout cas du même style. Faites pause, et ensuite on fait la correction. Alors, qu'est-ce qu'on a pu trouver ici? Alors, si on regarde bien, là, les contextes qui sont à gauche, on voit qu'on a beaucoup de voyelles assez différentes. On a un I, un OU et un O. Le I est non arrondi, il est fermé, il est antérieur. Le OU est postérieur arrondi, il est certes fermé, mais le O en revanche n'est pas fermé. Donc, on ne trouve pas grand-chose de commun. Si on regarde à droite, on a O, OU, A. I, c'est encore pire, on a le A en plus. Donc, difficile de trouver un dénominateur commun. Alors, on va regarder peut-être la colonne de gauche, la colonne de 2. Ici, on a début de mot, O, OU et que. C'est pas terrible non plus, on a consonne, voyelle et début de mot. A priori, hein, sans entrer dans les détails, on peut juste regarder, faire un scan. Ça a pas l'air d'être un super contexte pour trouver un dénominateur commun. A, OU, B, fin de mot, pardon, et pareil, on a beaucoup de sons assez différents, voire une absence de son avec la marge droite du mot. Bon, alors peut-être que c'est pas en regardant le contexte de gauche et le contexte de droite séparément qu'on va y arriver. Re-regardons un petit peu les contextes de 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On a partout que des voyelles. En 2, on a des voyelles, mais on a aussi parfois des consonnes, et on a aussi parfois le début de mot et parfois la fin du mot. Ah bah si on regarde plus attentivement, alors en 1, le segment 1 apparaît toujours entre deux voyelles, ce qu'on appelle la position intervocalique, et ça, c'est un dénominateur commun. C'est quelque chose qui est commun à tous ces contextes-là. Alors, ce n'est pas la qualité du segment qui précède ou la qualité du segment qui suit en particulier qui nous intéresse, c'est la qualité de l'ensemble ici qui nous intéresse. Mais c'est bien un dénominateur commun entre deux voyelles. Et en 2, en revanche, eh bien, est-ce qu'on peut avoir le segment 2 entre deux voyelles? Si on regarde bien, non. Pas là non plus, là non plus, là non plus et là non plus. Donc ce dénominateur commun, intervocalique, n'existe pas dans la liste des contextes de 2. Donc on a bien une distribution complémentaire, qu'on peut résumer sous cette forme-là. Le segment 1 apparaît uniquement entre deux voyelles et pas ailleurs, tandis que le segment 2 apparaît ailleurs, mais pas entre deux voyelles. Donc on a bien une distribution complémentaire entre les deux. On continue. Même exercice, je voulais faire pause et on corrige. Donc on passe à la correction. Si on regarde attentivement, on va voir que dans ce contexte-là, enfin dans les contextes de 1, à chaque fois, dans la partie gauche, on a une voyelle, et cette voyelle est soit I, soit E, soit E, soit U. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces quatre voyelles?
C'est le fait d'être, alors pas arrondi, puisque certaines sont non arrondies, d'autres sont arrondies. C'est pas non plus l'aperture. La nasalité, éventuellement, hein, elles sont toutes non nasales. Mais alors dans 2, on a aussi des voyelles non nasales qui précèdent. Donc ça ne va pas. C'est un dénominateur commun, certes, mais qui n'est pas absent des contextes de 2. Donc la non-nasalité n'est pas ce que l'on recherche. Il reste encore un point commun, c'est l'antériorité. Toutes ces voyelles ici sont antérieures. Et est-ce que les voyelles qui précèdent le segment 2 sont antérieures ou peuvent être antérieures? Aucune. Le A n'est pas antérieur, alors faites attention. Petite parenthèse, vous vous basez beaucoup sur Wikipédia, je vous ai dit que Wikipédia était une bonne source pour la phonétique, et c'est vrai, sauf sur un point, et je vous l'avais déjà dit l'année dernière, c'est que Wikipédia catégorise le A comme antérieur, pour des raisons qui sont liées à la tradition de phonétique du français, mais ce n'est pas vrai, le A n'est pas une voyelle antérieure, et on a vu en cours que ce n'était pas une voyelle antérieure, donc vous n'avez aucune raison de penser que c'est une voyelle antérieure. C'est une voyelle centrale. Voilà, fin de la parenthèse. Donc A n'est pas antérieur, O n'est pas antérieur, le début de mot n'est pas non plus antérieur, OU n'est pas antérieur, et puis A n'est toujours pas antérieur, que l'on soit au début ou à la fin de la liste. Donc on a bien trouvé un dénominateur commun, c'est antérieur, qui précède le segment 1, et que l'on ne trouve pas dans les contextes du segment 2. Le segment 2 n'est jamais précédé d'une voyelle antérieure. Donc on peut le formuler avec un tableau récapitulatif qui prend cette forme. 1 apparaît toujours après une voyelle antérieure, mais jamais ailleurs, tandis que 2 apparaît jamais après une voyelle antérieure, mais il peut apparaître ailleurs. Donc on a une distribution complémentaire. Encore un exercice du même type, je vous laisse faire pause. On passe à la correction. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On a des voyelles qui précèdent, I, A, E ou OU, pas grand-chose en commun. On a des voyelles antérieures, des voyelles centrales, une voyelle postérieure, on a une voyelle fermée, une voyelle semi-fermée, une voyelle ouverte, on a une voyelle arrondie, d'autres qui ne sont pas arrondies. Alors elles ont toutes en commun de ne pas être nasales. Bon, est-ce que la non-nasalité fait partie, est un dénominateur commun que l'on ne trouverait pas dans 2? Ah non. Non, en 2, on trouve aussi des voyelles non nasales. Donc c'est pas un dénominateur commun qui exclut les contextes de 2. Donc ça va pas. Donc a priori, le contexte de gauche, pas terrible. Donc on va regarder le contexte de droite maintenant. On a A, O, N, F et R. Il y a beaucoup de choses différentes. C'est difficile de trouver un élément commun dans tout ça. Donc, A et O sont des voyelles, N c'est une nasale, F et R sont des obstruantes, l'une est sourde, l'autre est sonore. C'est un peu compliqué. Bon, donc on va essayer de mettre de côté la liste en 1, on va regarder la liste en 2 du coup. Alors en 2, on a A, O, début de mot, A, E. Bon, difficile de trouver quelque chose en commun, encore une fois. On a des voyelles postérieures, arrondies, d'autres qui sont centrales, d'autres qui sont antérieures, et puis on a le début de mot. Alors faites attention, il y a une erreur que je vois fréquemment, c'est parce qu'il y aurait un contexte avec le début de mot, certains auraient tendance à me dire le 2 apparaît en début de mot, mais pas le 1. Attention, c'est pas du tout une distribution complémentaire, ça c'est rien du tout. Ce qu'il faut, c'est dire le 2 apparaît toujours et pas parfois dans tel contexte, et le 1 n'apparaît jamais. Or là, le 2 n'apparaît pas toujours en début de mot. Il apparaît une fois en début de mot, c'est rien du tout. Donc ce n'est absolument pas une distribution complémentaire de dire ça. Fin de la parenthèse. Bon, donc le contexte de gauche des contextes en 2 semble pas avoir un dénominateur commun intéressant. Donc on va regarder du coup le contexte de droite. Alors on a P, G, T, E et B. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, ce sont des consonnes. Elles n'ont pas toutes le même lieu, elles n'ont pas toutes le même voisement. Par contre, elles sont toutes occlusives. Alors, donc c'est un dénominateur commun. Est-ce que l'occlusivité du contexte droit est un dénominateur commun que l'on ne trouve pas dans le contexte 1? On regarde. Est-ce que le segment 1 peut se trouver devant une occlusive? Là non, là non, là non, là non, et là non. Donc, on a bien une distribution complémentaire. 2 se trouve toujours devant une occlusive, 1 ne se trouve jamais devant une occlusive. Et on peut le résumer sous cette forme-là, avec 1 se trouve toujours ailleurs que devant une occlusive, tandis que 2 se trouve toujours devant une occlusive, mais pas ailleurs. Donc distribution complémentaire. Encore un exercice de ce type. Je vous laisse faire pause, et ensuite on passe à la correction.
normalement, vous devriez avoir trouvé assez facilement. Là, on est allé chercher un contexte immédiat un tout petit peu plus large en reprenant quelques éléments de la prosodie qu'on a extraits. Alors ces éléments de la prosodie, c'est quoi? C'est l'accent. Vous voyez l'accent, le petit symbole de l'accent qui est ici. Et où est-ce qu'on le trouve ce symbole de l'accent? On le trouve dans la liste des contextes de 1, on ne le trouve pas dans la liste des contextes de 2. Et voilà, vous avez votre réponse. On a donc un dénominateur commun, qui est ici l'accent, donc ça veut dire que le segment qui nous intéresse, le segment 1, se trouve toujours en syllabe accentuée, tandis que le segment 2 se trouve jamais en syllabe accentuée, puisqu'il n'y a pas le petit symbole de l'accent. Tout simplement. Donc ça, c'était vraiment très très simple cet exercice. C'était juste pour vous montrer que l'accent peut jouer aussi dans les distributions complémentaires, et donc il ne faut pas oublier de le mettre. Idem, on ne fera pas d'exercice dessus, mais idem pour les frontières syllabiques. Pensez aussi à vérifier les frontières syllabiques, elles peuvent avoir un impact sur la distribution des sons. Donc la correction, la voici. Vous avez 1 qui apparaît toujours devant, toujours en position accentuée, ce que vous avez représenté sous cette forme-là, mais jamais ailleurs, tandis que 2 apparaît jamais en position accentuée, mais il peut apparaître ailleurs. Encore un exercice, très facile lui aussi, faites pause, et ensuite on passe à la correction. Alors, là j'espère que vous avez tous trouvé, maintenant que vous êtes bien entraînés. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme élément commun dans les contextes de la liste en 1? Pas grand-chose. On a ici consonne, début de mot, voyelle, pas grand-chose en commun. Ici, on a en revanche des voyelles qui sont en commun. Mais ces voyelles, qui sont en commun, pardon, je m'exprime un peu mieux, ces contextes ont en commun d'être devant des voyelles. Mais ces voyelles n'ont pas beaucoup de traits en commun. Elles ont A, I, OU, donc centrale, antérieure, postérieure, certaines sont arrondies, ou et O, d'autres ne le sont pas, comme le A, le I et le E. Bon, pas grand-chose en commun, à part l'absence de nasalité. Comparons maintenant avec le contexte 2, et là on trouve quelque chose de beaucoup plus frappant. Le contexte 2, plutôt le segment 2, n'apparaît jamais devant des voyelles, alors plus précisément, il apparaît toujours en fin de mot. Toujours en fin de mot. Donc, on peut établir un dénominateur commun dans les deux cas en réalité. C'est-à-dire que 2 apparaît toujours en fin de mot et pas devant des voyelles. Donc il a un dénominateur commun, la fin de mot, qui n'apparaît pas dans les contextes de 1. Tandis que 1 apparaît toujours devant une voyelle, et devant une voyelle, c'est un dénominateur commun qu'on ne trouve pas dans les contextes de 2. Donc là, on peut éventuellement trouver deux dénominateurs communs qui excluent chacune de ces listes de contextes. Celui-ci, celui en 2, est quand même beaucoup plus convaincant, puisque on a effectivement un trait commun dans tous ces contextes, c'est littéralement la même chose, c'est la fin du mot. Alors que là, les voyelles varient, et puis varient en termes de traits, etc. Donc si on devait faire un tableau, le plus simple, ce serait probablement de retenir fin de mot, et de dire que le 1 n'apparaît jamais en fin de mot, mais il apparaît ailleurs. Alors si on veut préciser devant des voyelles, pourquoi pas, et dans ce cas, il faut rajouter une colonne ailleurs pour dire que aucun des deux n'apparaît devant une consonne, par exemple. Et le 2 apparaît toujours en fin de mot, à l'inverse, mais jamais ailleurs. Donc on a bien distribution complémentaire, encore une fois. Alors avant de passer à l'exercice suivant, vous pouvez voir que les dénominateurs communs à trouver sont toujours différents. Donc il faut faire preuve d'un certain sens de l'observation. Et ça, il n'y a que votre entraînement personnel qui peut vous permettre d'y arriver. Je ne pourrais pas faire un cours pour vous donner tous les dénominateurs communs qu'on peut trouver. On en a fait une liste déjà suffisamment intéressante, avec oui, les types de consonnes, selon le mode, selon le voisement, la prosodie aussi. Bon, c'est à vous de rester ouvert à n'importe quel type de dénominateur commun qui se présenterait à vous. Et c'est pour ça qu'il faut absolument connaître vraiment toutes les propriétés phonétiques des consonnes et des voyelles. Alors maintenant, on va faire un exercice un peu plus large, c'est-à-dire plus en situation réelle, avant que je vous explique l'exercice qu'il faudra faire sur vos langues fictives. Et on en refera de ce type la semaine prochaine d'ailleurs. Je vous demande de me dire quelle est la relation entre le hl sourd et le l sonore à partir des données que vous avez face à vous. Alors vous allez voir que vous n'avez que 10 mots, donc c'est un petit peu compliqué de faire des conclusions sur 10 mots, mais c'est tout l'intérêt de la distribution complémentaire, donc voilà.
Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et ensuite, on passe à la correction. Faites pause et ensuite on passe à la correction. J'espère que vous avez tous bien fait l'exercice. Car si ce n'est pas fait, c'est vraiment, vraiment dommage. Car des exercices comme ça, vous en aurez déjà la semaine prochaine pour l'exercice sur vos langues fictives, mais aussi pendant le partiel. Donc, dernier moment pour faire pause et faire l'exercice, mais vraiment, faites-le. Alors, la correction maintenant. Donc, la première chose à faire lorsque vous avez ce type de question, quelle est la relation entre le hl sourd et le sonore en français ou n'importe quelle autre langue, la première chose à faire, toujours, c'est de chercher s'il y a des paires minimales. C'est systématiquement ce qu'il faut faire. Donc, regardons, est-ce qu'il y a des paires minimales? Donc, on a peuple, balle, peuplé, loup, raclé, oracle, gifle, flanc, sifflet, merle. A priori, pas de paire minimale. Peuple et peuplé, c'est pas une paire minimale. La substitution n'est pas minimale. Raclé et oracle, pareil. La substitution n'est pas minimale, donc ce n'est pas une paire minimale. Même chose pour gifle et gifler. On a substitué à la fois et 0 et la substitution le sourd, le sonore. Donc ça ne montre pas du tout qu'il y ait une opposition entre le sourd et le sonore. Le contexte immédiat n'est pas le même. Donc c'est ça aussi le danger des paires quasi minimales. Les paires quasi minimales, c'est bien lorsqu'on n'a rien de mieux, et lorsqu'on n'a pas non plus montré de distribution complémentaire d'ailleurs, mais vous voyez que une substitution non minimale, ça ne montre pas, techniquement, ça ne montre pas une véritable opposition entre deux segments. Donc on n'a pas vraiment trouvé de paire minimale ici, donc il y a deux hypothèses qui s'offrent à nous. C'est celle qu'on a déjà vue dans les corrections des semaines passées. Soit on n'a pas d'opposition, c'est possible, on n'a pas d'opposition entre le le et le hl, soit autre possibilité, nos données ne sont pas assez grandes. Et là, effectivement, on n'a que 10 mots. Alors peut-être qu'il y a plus de mots dans cette langue, le français, et qu'en cherchant un peu plus loin, on trouvera des paires minimales. C'est possible. Et en l'absence de preuves, eh bien, on ne peut pas trancher entre ces deux hypothèses. Et du coup, il faut maintenant passer à une méthode qui nous permet de trancher. Et c'est l'analyse distributionnelle que l'on a vue cette semaine. Donc il faut établir la liste des contextes de chacun de ces deux sons, que l'on va extraire de ce que l'on voit sous les yeux. Alors certains verront peut-être directement le contexte, mais c'est toujours bien de faire la liste quand même un petit peu avant, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc comment on fait la liste des contextes? C'est simple. Par exemple, le premier mot, on a un hl sourd, donc on va faire une colonne pour le hl sourd et une colonne pour le l sonore. Là, on a un hl sourd, donc on le met dans la colonne du hl sourd, et on met devant, on a un p, ensuite on met le tiret pour le hl sourd, et puis après on a la fin du mot, donc on met un hashtag pour marquer qu'on est en fin de mot. Balle, on est avec un le sonore, donc on va dans la colonne du le sonore, et puis on a un a devant, puis tiret, et on a la fin de mot après. Donc on fait ça pour chacun d'eux, et on se retrouve avec ces deux listes, où vous avez le sonore en 1 et le hl sourd en 2. Le le sonore, il se trouve où? Soit après un a et en fin de mot, soit entre un p et un e, soit en début de mot et devant un ou, soit entre un que et un e, soit entre un fe et un en, entre un fe et un e, soit entre un re et un hashtag, une fin de mot. Ça, c'est pour les contextes de 1, du le sonore. Et contexte de 2, donc du le sourd, on a entre pe et la fin de mot, entre que et la fin de mot, entre fe et la fin de mot. Alors là, à votre avis, où est-ce qu'on va trouver le dénominateur commun? Étant donné les deux listes, il semblerait plus judicieux d'aller regarder du côté de la liste en 2, donc la liste des contextes du le sourd, parce que dans le sonore, là on a beaucoup plus de contextes et on a beaucoup moins de choses en commun. Dans le sourd, en revanche, on trouve quand même un schéma qui, intuitivement même, est quand même assez semblable. Alors c'est quoi? Il y a une première chose qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que le sourd se trouve toujours en fin de mot. Bon, ça c'est un premier dénominateur commun, toujours en fin de mot. Est-ce que ce dénominateur commun est absent des contextes du le sonore? On regarde. Est-ce que le sonore peut se trouver en fin de mot? Ah, il se trouve que oui. Dès le premier contexte, on a entre un a et la fin de mot.
Donc oui, le le sonore peut se trouver en fin de mot. C'est le cas d'emballe, par exemple. Donc, ce n'est pas le dénominateur commun que l'on recherche si on veut établir une distribution complémentaire. Parce que ça ne suffit pas. Là, les deux peuvent apparaître en fin de mot. Même si le sourd est le seul à n'apparaître que en fin de mot, le le sonore peut aussi apparaître en fin de mot. Donc, éventuellement, on pourrait avoir une paire minimale, une distribution telle qu'on aurait une paire minimale. C'est tout à fait possible. Donc, on va chercher un petit peu plus loin. Alors, on remarque que, quand même, quand il est en fin de mot, le le sonore, il se trouve où encore? Par exemple, il est après un A, qui est une voyelle, et le deuxième contexte qu'on a, c'est à la toute fin de la liste, c'est en fin de mot et après un re. C'était dans merle, le mot merle. Bon, alors, si on cherche bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie ces deux contextes entre A et fin de mot, entre re et fin de mot, et, de l'autre côté, entre pe et fin de mot, que et fin de mot, fe et fin de mot? Si on réfléchit un peu plus, oui, il y a quelque chose qui différencie ces contextes. A est une voyelle, donc forcément sonore. Le re est une fricative qui est sonore. Tandis que le pe, le que et le fe sont sourds. Or, c'est pas totalement un hasard hein, si le hle sourd se trouve à côté d'une consonne sourde, ce qu'on appelle une assimilation de surdité et qui est progressive en l'occurrence. Donc, le dénominateur commun, si on y réfléchit un peu mieux, ça semble être non pas en fin de mot, mais entre une consonne sourde et la fin du mot. Et est-ce que ce dénominateur commun, on le trouve dans les contextes de 1 ? Ah ben non. Non. On le trouve bien dans tous les contextes de 2. Hein. Entre peu et fin de mot, c'est bien entre consonne sourde et fin de mot. Entre que et fin de mot, c'est bien entre consonne sourde et fin de mot. Et ici aussi, pareil. En revanche, là, entre A et fin de mot, c'est pas entre consonne sourde et fin de mot. Entre re et fin de mot, c'est pas entre consonne sourde et fin de mot. Entre peu et, c'est pas non plus entre consonne sourde et fin de mot. Il y a bien une consonne sourde, mais il n'y a pas la fin du mot. Donc on a bien trouvé notre dénominateur commun qui permet d'établir une distribution complémentaire. C'est entre consonne sourde et fin de mot. Et donc on peut établir, maintenant, dresser un tableau synthétique de cette distribution complémentaire, dans lequel on va indiquer donc le contexte entre consonne sourde et fin de mot, et le contexte ailleurs. Et on a donc le sonore qui ne peut pas apparaître, qui n'apparaît jamais entre une consonne sourde et la fin du mot, mais qui apparaît ailleurs, en revanche. Et à l'inverse, le hle sourd, qui apparaît toujours entre une consonne sourde et la fin du mot, mais qui n'apparaît jamais ailleurs. Donc on a bien une distribution complémentaire entre les deux. Et alors la question que je rappelle, quelle était la question de l'exercice, c'était quelle est la relation phonologique entre les deux. Dire qu'il y a une distribution complémentaire, c'est pas encore une relation phonologique, hein. C'est une relation d'ordre phonotactique peut-être. C'est du domaine de leurs propriétés distributionnelles, mais c'est pas la relation phonologique entre les deux sons. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette distribution complémentaire ? Eh bien on l'a vu en cours, c'est assez simple. S'ils n'apparaissent pas dans les mêmes contextes, alors on ne pourra jamais opérer de substitution, qu'elle soit minimale ou distinctive. Or, si on ne peut pas opérer de substitution minimale distinctive, la commutation, c'est qu'on ne trouvera pas de paire minimale. Ni maintenant, ni jamais si cette règle s'avère être valide. Hein, et pour le moment, on a toutes les données qui montrent plutôt que cette règle est valide. Donc, quelle que soit la quantité de données que vous rajouterez à votre lexique, eh bien, a priori, vous faites la prédiction que vous n'aurez pas de paire minimale qui illustre une opposition entre le le sonore et le hle sourd. Dans ce cas-là, il s'agit bien, non pas de deux phonèmes différents, mais de deux réalisations d'un même phonème. Et en l'occurrence, deux variantes contextuelles et non pas des variantes libres, puisqu'elles n'apparaissent pas dans le même contexte. Les variantes libres apparaissent dans le même contexte et peuvent s'interchanger sans distinction de sens, tandis que les variantes contextuelles ou combinatoires n'apparaissent pas dans le même contexte et donc ne peuvent simplement pas du tout s'échanger. Et donc là, on a une preuve d'absence d'opposition entre ces deux segments. Et donc on a bien un seul segment phonologique, un seul phonème. D'où la question suivante maintenant, donnez-moi la transcription phonologique des deux mots que vous avez sous les yeux, le mot oracle, qui est donc avec un hle sourd, puisqu'on est entre occlusive sourde et fin de mot,
et le mot racler, où vous avez un le sonore. Donc je vous laisse faire pause, faites la transcription à l'écrit, et ensuite on passe à la correction. Alors la correction, c'est très simple. Alors première chose, j'espère que vous l'avez fait à l'écrit, il ne faut surtout pas oublier les slash. Si vous mettez des crochets, c'est pas bon. Si vous mettez rien du tout, c'est pas bon. Si vous mettez autre chose que des slash, c'est pas bon. D'accord? Donc slash, ça veut dire que vous notez des phonèmes, sinon vous notez du blabla. Et la deuxième chose, c'est que, on l'a vu, ces deux phones sont deux réalisations, deux allophones d'un même phonème. Donc, on a un seul symbole phonologique pour les deux. Un seul phonème, c'est pas deux phonèmes différents, donc c'est le même symbole. Oracle et raclé, vous avez exactement le même symbole, le même phonème, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'entend pas à l'oreille la différence entre un le sourd et un le sonore. Tout simplement parce que dans notre langue, ces deux segments ne sont pas en opposition. En revanche, on l'avait vu il y a quelques séances, en birman, on fait l'opposition entre les deux, et du coup, il y a une opposition entre les deux dans la langue, et du coup, les deux sont totalement distingués par les locuteurs du birman. Voilà, donc ça c'est pour les études de cas. Si vous avez des questions dessus, posez-les sur le forum. Maintenant, je passe à ce que vous devez réaliser sur vos langues fictives. Alors, la consigne d'exercice, elle est assez simple. Vous allez faire la même chose que ce que l'on vient de faire à l'instant avec les deux latérales du français, sauf que vous allez le faire sur vos langues fictives. Alors, petite précision, vous êtes tous censés pouvoir trouver une distribution complémentaire au moins une, dans vos langues fictives. Quels que soient les mots que vous ayez construits au départ, quels que soient les choix de règles que vous avez établis ensuite pour les dialectes A et B, vous êtes tous censés pouvoir trouver une distribution complémentaire, j'y ai veillé. Sauf si vous avez mal réalisé les exercices précédents. C'est-à-dire que si vous avez fait les transformations n'importe comment, eh bien oui, forcément ça va avoir un impact. Donc cherchez bien d'abord, et ensuite si vous avez vraiment des difficultés à trouver, vous pouvez toujours poser votre question sur le forum en me disant pourquoi vous n'avez pas trouvé et en me rajoutant votre lexique pour que je puisse vérifier si effectivement vous ne pouviez pas trouver ou si vous pouviez trouver. Et faites-le assez tôt, parce que si vous le faites trop tard, ce sera trop tard. Bon. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Bon, bah maintenant, vous allez essayer, jusqu'à présent vous aviez montré qu'il y avait des oppositions entre certains segments, vous avez même construit des systèmes phonologiques sur la base de ces oppositions et des traits distinctifs, et maintenant vous allez me montrer que entre certains segments, il n'y a pas d'opposition, et vous allez le montrer à l'aide de cette méthode fondée sur la distribution complémentaire. Alors vous allez cette semaine vous baser exclusivement sur les consonnes, c'est-à-dire que vous allez regarder uniquement les consonnes, pas les voyelles, on fera ça plus tard. Donc vous regardez uniquement les consonnes et vous choisissez deux consonnes dans votre langue. Vous commencez à regarder les consonnes et vous prenez deux consonnes qui sont différenciées par des traits, par un trait, ne prenez pas trop non plus, qui sont différenciées par un trait, par deux traits qui n'entrent pas en opposition. C'est ça le point important. Je récapitule un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière, plutôt la semaine d'avant, la dernière séance, quoi. Vous aviez établi, normalement, des systèmes phonologiques qui montraient quels étaient les traits distinctifs de votre langue, et lorsque vous ne trouviez pas de possibilité de fusion entre deux traits, il fallait montrer qu'il existait une paire minimale, ou des paires quasi minimales qui montraient qu'il y avait bien une opposition entre ces deux traits distinctifs. Et je vous avais demandé de tirer les hypothèses qui s'imposaient lorsque vous ne trouviez pas de paire minimale ou de paire quasi minimale. Et l'hypothèse qui s'imposait, c'était il n'y a peut-être pas d'opposition entre les deux traits en question. Donc, je ne sais pas, mettons entre les labiales et les alvéolaires. Mettons, je dis ça complètement au pif, les labiales et les apicales. Et donc, si cette hypothèse s'est imposée lors de la dernière séance, c'est peut-être maintenant le moment de regarder si la différenciation entre les consonnes labiales et apicales, elle est phonologiquement pertinente ou pas. Et donc il faut choisir deux consonnes qui sont différenciées par ces traits, donc en l'occurrence labiale et apicale par exemple. Alors bien sûr avec la même base commune, c'est-à-dire qu'en dehors de ces traits qui les opposent peut-être ou pas, il faut qu'ils aient des traits communs. Donc par exemple ne comparez pas le avec le pe, c'est absurde.
faut comparer des segments voisins. Le pe, par exemple, avec le te, ou le be avec le de, mettons. À chaque fois que vous n'avez pas de paire minimale ou de paire quasi minimale. Donc, que vous avez un soupçon de distribution complémentaire ou de variation entre les deux segments. Donc, vous choisissez deux consonnes. Alors, choisissez aussi en fonction de, de l'intuition que vous avez, peut-être. Déjà, faites pas ça au hasard. Ensuite, vous devez dresser la liste des contextes de chacune des deux consonnes. Alors, si vous savez un petit peu utiliser un tableur, vous devriez arriver à dresser la liste des contextes de façon assez facile, avec quelques formules. Bon, comme c'est pas un cours de tableur, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça alourdirait énormément le cours. Mais si vous arrivez un petit peu à utiliser tableur, vous faites quelques recherches sur Internet, vous trouverez des formules pour extraire comme ça des contextes un peu plus facilement. Sinon, faites-le à la main, bon, tant pis. Donc vous dressez la liste des contextes de chacune des deux consonnes que vous avez observées, puis vous faites exactement comme on a fait à l'instant dans notre vidéo d'étude de cas, vous identifiez les facteurs qui déterminent la distribution complémentaire, comme on vient de le faire, donc le dénominateur commun qu'on trouve dans une liste de contextes, mais pas dans l'autre liste de contextes. Vous me dressez un tableau synthétique, exactement comme on a fait, et vous tirez les conclusions qui s'imposent quant à la relation phonologique des deux consonnes que vous avez observées. Exactement comme on a fait. Alors comme je vous demande de chercher une distribution complémentaire, je m'attends à ce que vous arriviez à une distribution complémentaire. Si vous m'écrivez un pavé pour me dire qu'il n'y a pas de distribution complémentaire, sur le fond c'est bien, mais sur la forme c'était pas tout à fait ce que je demandais. Donc lorsque vous voyez assez vite que vous n'aboutirez pas à une distribution complémentaire, ben, peut-être qu'il faut passer à deux autres consonnes, tout simplement. C'est pour ça que je vous demande de partir un peu de votre intuition. Normalement, si vous avez bien fait les exercices et que vous avez bien regardé quelles étaient les transformations que je vous ai données, vous devriez déjà avoir quelques pistes. Hein. Donc, c'est aussi ça que j'évalue un petit peu. Donc ça, c'était pour le point 5. Et ensuite, en 6, je vous demande de me donner la représentation phonologique de quelques exemples qui contiennent les deux consonnes. Alors, je ne vous demande pas des exemples qui contiennent, dans un exemple, les deux consonnes à la fois, mais quelques exemples qui contiennent l'une des consonnes que vous avez observées, et puis quelques exemples qui contiennent l'autre consonne. Vous me donnez la représentation phonologique. Ça permettrait de voir si vous avez bien compris. Et enfin, en 7, question habituelle, est-ce que cette analyse vous amène à revoir votre système orthographique? Donc, est-ce que peut-être que votre système pourrait être un petit peu plus optimal à partir des conclusions que vous tirez suivant cette analyse distributionnelle. Et vous rendez, comme d'habitude, vos exercices dans le forum dépôt des exercices, et puis vous mettrez, bien sûr, votre lexique au format PDF pour que je puisse un petit peu vérifier ce que vous avez fait. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez que c'est exactement le même type d'exercice que ce que l'on vient de faire à l'instant. Donc il n'y a rien de très compliqué. C'est pas fastidieux, c'est pas fondamentalement fastidieux, c'est une question d'observation, d'intuition déjà, et puis bon, bah forcément ça va aller plus vite pour ceux qui ont déjà compris le début du cours, qui font le rapprochement entre cette séance et le début du cours, que pour d'autres. Mais c'est normal, hein. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, encore heureux, donc faites-le à votre rythme. Ah oui, dernier point important, je vous demande de me rendre ces exercices pour lundi prochain. Je sais bien que la semaine prochaine commencent les congés universitaires et que du coup vous auriez pu profiter d'une semaine en plus, mais pourquoi je vous demande de faire ça pour lundi prochain? C'est pas parce que je suis cruel, c'est tout simplement parce que toutes les personnes qui ont été évaluées jusqu'à présent ont eu une semaine pour faire leur exercice. Donc il faut être un peu juste et donner à tout le monde le même temps d'exercice parce que sinon après on s'en sort plus. Il y a des remises en cause de la justice, de la justesse de l'évaluation. Donc voilà, une semaine, ce qui a priori est tout à fait correct pour ce devoir. Voilà, donc mon conseil, si vous voulez ne pas perdre trop de temps à chercher toutes les paires de deux consonnes pour lesquelles vous pourriez éventuellement trouver une paire minimale, c'est de re-regarder un petit peu les transformations que je vous avais données. Si vous avez bien suivi le cours de tout à l'heure, vous devriez pouvoir être en mesure de voir le rapport qu'il y a entre une règle de transformation et une contrainte distributionnelle. Donc essayez de vous baser dessus pour déjà entrevoir quelles sont les consonnes pour lesquelles vous trouverez des distributions complémentaires et quelles sont celles pour lesquelles vous ne trouverez pas de distribution complémentaire. Voilà, donc travaillez bien,
Et j'attends vos exercices pour la semaine prochaine. Et vos questions, bien sûr, en cours de route, si vous en avez, tout à fait. D'ailleurs, petite précision pour terminer, vos questions, vous pouvez les poser aussi après avoir rendu vos exercices, hein, mais si vous avez des questions sur le cours en général, vous pourrez les poser bien sûr pendant la période de congé, hein. Les cours ne s'arrêtent pas. D'ailleurs, si vous voulez assister à la permanence la semaine prochaine, vous pouvez, hein, ce sera bien sûr par Teams parce que les locaux de l'université sont fermés, mais vous pouvez tout à fait. Donc il faudra simplement s'inscrire, comme d'habitude, avant la fin du week-end pour, euh, pour assister à la permanence. Voilà, travaillez bien.